Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Varinfroy. Varinfroy est un petit village d'environ 300 habitants, officieusement appelé Varinfroyen et Varinfroyenne, et se situe sur la départementale 20 à proximité de la départementale 936 qui mène de Villers-Cotterêts à Melun. Ce village est à la pointe sud-est du département de l'Oise et frontalier de la Seine-et-Marne. Le territoire, le plus petit d'entre les communes de l'ancien canton de Bay, appartient à la berge droite de la vallée de l'Ourcq. Il est bordé par le canal du même nom et la rivière l'Ourcq le sépare des terres de Crouy-sur-Ourcq en Seine-et-Marne et forme la frontière naturelle avec ce département. Ce village a eu les noms jadis de Villain-Réfrédy, Varinfroy, Varinfroy, Vorinfroy, Valrinfroy et enfin le Varinfroy d'aujourd'hui. Varinfroy a un lieu-dit, la Bergerie, à la sortie du village. Il y a eu, selon Toussaint Duplessis, un religieux français écrivain, un hôtel-dieu ou maladrerie sur le territoire de la commune. Selon Louis Grave, Oussois, écart au sud-est de Varinfroy, avait anciennement un château dans lequel était une chapelle à la collation de l'évêque de Meaux, fondée vers l'an 1226 par Jean de Bar, dont il nous dit qu'il ne reste que le parc. De quel château parlait-il ? Se posent alors à nous trois hypothèses. L'ancienne place forte du donjon du Oussois était-il le château dont parle Louis Grave qui, en ces temps-là, faisait partie de la seigneurie de Varinfroy ? Le village a fait partie du duché de Gesvres pendant un temps, parlait-il du château des ducs de Gesvres au sud de Varinfroy en Seine-et-Marne ? Ou bien en était-ce un autre complètement disparu de nos jours ? Là est la question. Pour ma part, je penche pour la troisième hypothèse. Surtout que Louis Grave nous dit au XIXe siècle qu'il ne reste que le parc de ce manoir, alors que le donjon du Oussois se dresse toujours fièrement à Crouy-sur-Ourcq et qu'il fut bâti en 1930, et que celui de Gesvres avait encore une demeure à l'époque de ses livres. De plus, il parle d'une écluse au sud-est de ce château, constituée par une maison éclusière au bord de l'Ourcq. Il existe un ancien ouvrage dans un coude de l'Ourcq qui peut être une ancienne écluse, mais il n'y a pas de maison à côté. Alors l'ancien château ne serait-il pas ce carré que l'on devine dans une parcelle de bois à proximité de là où soit ? Je m'avance peut-être, mais allez savoir. Pour ce qui est de ce château, le mystère pour moi reste entier. Dans un journal daté du 6 décembre 1914, il est relaté le fait suivant. Le 8 septembre, les Allemands étaient passés à Varinfroy et sans que la raison en soit connue, ils s'emparèrent et emmenèrent le maire du village, M. René Mesmin-Jean. Toutes les recherches faites depuis cette date pour retrouver le malheureux étaient demeurées infructueuses. On pensait qu'il avait subi le même sort que M. Audin, infortuné maire de Senlis, assassiné comme on sait. Or, le disparu vient de donner de ses nouvelles. Il est prisonnier au camp d'Alten-Grabeau, près de Magdebourg, où il est aussi mal que possible. Ici s'arrête l'article du journal, mais il semble qu'il soit revenu de ce camp puisqu'il est décédé en mai 1932 à Varinfroy. Allons voir l'église de Varinfroy. L'église Notre-Dame de Varinfroy est classée au monument historique depuis 1920. Notre-Dame est un bel édifice composite dont l'analyse archéologique s'avère particulièrement ardue. Les parties les plus anciennes remontent au début du XIIIe siècle et il semblerait que l'église était alors constituée d'une nef unique et d'un chœur avec clocher sur la travée droite. Seule la façade avec son petit portail en cintre brisé et le clocher, dont la base a été totalement reprise par la suite, appartiennent à ce premier édifice. Le clocher est une tour très élégante de plan rectangulaire. Ses longues baies, deux sur le grand côté et une sur le petit, sont recoupées par une colonnette et ajourent presque totalement le beffroi. Une bâtière, dont une petite baie ajoure le mur pignon, le couronne. C'est durant la moitié du XIIIe qu'une chapelle de 2 travées est construite au sud du chœur. Un bas-côté est adjoint à la nef peu après. Le remplage des fenêtres est remarquable par la multiplication de fines colonnettes. Bien que particulièrement restauré, le remplage de la fenêtre qui s'ouvre à l'est se retrouve presque identique au cœur de la cathédrale de Meaux et pourrait inciter à attribuer cette élégante réalisation à Gauthier de Varinfroy, auteur de ce chef-d'œuvre de l'architecture rayonnante du XIIIe. C'est au XVe qu'il reviendra donner à l'église son visage définitif, chœur avec belle abside pentagonale ajourée de fenêtres flamboyantes,
chapelle de 3 travées au nord, réfection de la nef dotée d'une élégante suite de 4 arcades à piles octogonales. Cette église est un magnifique édifice qui malheureusement subit les outrages du temps et des intempéries et voit la toiture de la chapelle nord se détériorer. L'intérieur est assez sombre et malheureusement très abîmé par l'humidité, ce qui est d'autant plus dommage que cette église contient la plus grande diversité de clés de voûte et de socles pour statues que j'ai vu depuis le début de la chaîne. La nef de 4 travées est accompagnée d'un bas-côté sud servant uniquement à la circulation. Le chœur de 2 travées donne sur une abside à 5 pans dont les vitraux et la voûte sont vraiment splendides. Toute l'église est voûtée d'ogives. Les croisillons contiennent 2 chapelles avec au nord un autel en pierre avec colonne, alors que celle du sud n'apparaît être qu'un autel en pierre de taille assez grossier. Le maître-autel, lui, est aussi assez simple. C'est dans les fenêtres que se trouvent les éléments intéressants avec des colonnettes à chapiteaux sculptés. Une tour d'escalier se trouve au début du bas-côté. Juste à côté, on peut remarquer le mécanisme de l'ancienne horloge. 3 niches toutes différentes sont dans les chapelles et l'abside. Les fonds baptismaux ne sont pas sans rappeler ceux de Glaigne et j'espère qu'ils feront eux aussi l'objet d'une restauration un jour. C'est d'ailleurs l'église entière qui aurait besoin d'une restauration qui permettrait de lui redonner sa splendeur passée et de pouvoir attirer les gens aux journées du patrimoine, car cette église est vraiment exceptionnelle de par son extérieur comme son intérieur. Je souhaite de tout cœur que la commune puisse recevoir des subventions ou la visite de Stéphane Bern pour que son église revive et retrouve sa jeunesse. Je vous laisse avec quelques éléments qui en font une église magnifique. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur une belle petite place derrière l'église. Tout près de la bergerie, une plaque commémorative a été installée en mémoire de l'aspirant Philippe de Montausan, mort pour la France à son poste de combat le 12 juin 1940. Il n'y a pas de calvaire et il y avait un ancien lavoir désormais en ruine recouvert par la végétation. La commune de Beauval, pourtant située à une centaine de mètres de Varinfroid, étrangement est un hameau de la commune voisine de Neuchel que vous verrez bientôt. Pour l'école, Varinfroid est en regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Neuchel, Rouvres-en-Mulcien, Boulard et Étavigny. Varinfroid accueille les classes de grande section et CP. Il y a à côté de la mairie une boîte à livres non pas dans une cabine téléphonique, mais dans un ancien réfrigérateur à boissons, ce qui est assez original. Il n'y a pas de mare dans la commune, mais beaucoup de marais aux alentours réservés à la pêche et à la chasse. Et bien sûr, il y a le canal de l'Ourcq. Il n'y a plus de commerce, mais il y avait encore 2 cafés épiceries et une tuilerie au début du XXe siècle. Il y a eu un camping à Varinfroid, mais qui a fermé et qui a été remplacé par des pavillons neufs. Il y a quelques entreprises à Varinfroid et sur le terrain de la société Riva Paysage se trouve une impressionnante casemate. Elle fait bien sûr partie de la ligne Chauvinot et est une des plus imposantes de l'Oise avec celle de Bay. Il reste les vestiges d'une autre plus petite de l'autre côté de la route et celle près de la stèle de l'aspirant Montausan. Une autre est située à droite du pont près de la mairie le long du canal. Je vous rappelle que je suis en pleine préparation d'une vidéo spéciale sur cette ligne Chauvinot et que vous pourrez en apprendre beaucoup plus à son sujet. Varinfroid compte plusieurs associations dont ACPG, l'association des combattants prisonniers de guerre, et la CATM, les combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Acti Loisirs qui propose des balades en canoë sur le canal de l'Ourcq.
Le Carreau, club auto-rétro de l'Ourcq, rassemblement de propriétaires de véhicules anciens. Le Clé, le comité des fêtes. Les Pinoches Cruisiennes, association de pêcheurs. Les Mélodies pour les spectacles et les animations. Bien sûr, n'oublions pas le canal de l'Ourcq et son ancien chemin de halage, idéal pour les promenades romantiques ou en famille. Voilà, c'est ainsi que se termine notre découverte du village de Varinfroid, petit village au bord du canal de l'Ourcq et bien agréable pour ses promenades. Je tiens à remercier Monsieur Bonventre, maire de la commune, ainsi que Monsieur Piot, adjoint au maire, pour leur accueil et leur aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise. En attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt. Au revoir Varinfroid.